Et pourtant, la biologie ne manque pas d'arguments pour provoquer de véritables mindfuck, et tout particulièrement la biologie évolutive. Les 1001 vertus de l'évolution. Il a fallu quelques milliers d'années pour comprendre que les êtres vivants changent au cours du temps et que ces transformations se font selon des règles répétables. Des observations naturalistes d'Aristote dans le golfe de Calonie jusqu'aux doctorants qui épluchent des jeux de data génomiques gigantesques pour y retrouver les traces de la sélection naturelle, une longue liste de personnes très intelligentes ont contribué à lever le voile sur le fonctionnement de ces sacs humides remplis de gènes que nous sommes toutes et tous. Grâce à leur travail, l'évolution est aujourd'hui une théorie bien établie. Cet ensemble d'explications permet de comprendre les données dont on dispose sur le monde vivant et même parfois de prédire ses modifications futures. Bref, c'est du solide. Mais surtout, cette science a une capacité étonnante. Elle questionne notre rapport à l'identité, au caractère réel ou non de nos perceptions, à la vie, à la mort, au sexe, aux grands-mères, encore au sexe, à la conscience et aux orgasmes. Cet outil intellectuel formidable nous dit, certes, pourquoi les ours polaires sont blancs alors que leurs cousins grizzly ne le sont pas, mais elle provoque aussi deux types de mindfuck qui correspondent aux deux parties de ce livre audio. Premièrement, il y a ceux qui révèlent une question scientifique dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Vous découvrirez ainsi qu'il existe d'excellentes raisons au fait qu'on ait besoin de se mettre à deux pour faire un enfant, pourquoi pas seul, pourquoi pas à 17, qu'on meurt tous un jour ou qu'on voit en couleur. Et deuxièmement, certains mindfuck bouleversent un point de vue que l'on tenait pour acquis, et ils concernent plutôt notre biologie à nous, Homo sapiens. Sommes-nous vraiment humains, après tout ? Qu'est-ce qui nous distingue du reste des animaux ? Avons-nous des pouvoirs biologiques méconnus ? Dans cette seconde partie, je vais essayer de changer la vision que vous avez de vous-même en me reposant sur les dernières avancées scientifiques passionnantes. Mais comment faire ? Écoutez ce livre audio ? Décidément, la syntaxe, c'est pas votre truc, mais pour répondre à la question, le mieux est d'y aller un peu au pif. Choisissez un titre de chapitre qui vous plaît, ce n'est pas vraiment fait pour être écouté linéairement. D'ailleurs, je déconseille l'écoute d'un coup, ça peut être assez indigeste, donc allez-y tranquille. Une petite précision. Même si vous connaissez bien la chaîne YouTube Dirty Biology et que certains chapitres correspondent à des épisodes, vous verrez que les angles abordés sont souvent un peu différents, et dans tous les cas beaucoup plus étoffés. C'est l'avantage du livre audio, il y a de la place. L'inconvénient, c'est que je ne pourrai pas lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à l'occasion. Bonne écoute! Première partie, les grandes questions. Chapitre 1, le fait le plus incroyable. Et si je vous disais que certaines bactéries forment des câbles électriques et que leur fonctionnement mime celui de notre cerveau, vous me croiriez ? Pour vérifier tout ça, il va nous falloir remonter le temps de plusieurs milliards d'années. Tout au fond d'un océan, dans le noir intense que la lumière du soleil n'éclaire jamais, un électrique crève la tranquillité de l'abysse. À l'intérieur du sol sous-marin, écrasé par la colonne d'eau à 4 degrés Celsius, un fil minuscule, invisible à l'œil nu, est parcouru d'un courant électrique. Ces pulsations ne sont pas d'origine humaine. En vous approchant, vous pourriez voir la nature du fil, les protéines qui en tapissent la surface, les enzymes qui s'activent à l'intérieur. Ce fil est une bactérie, et cette bactérie survit en faisant transiter des électrons à travers tout son corps. Respirer par un câble. Lors de la respiration cellulaire, nos cellules volent un électron à une molécule, ce qu'on appelle l'oxydation, pour offrir ce même électron à un atome d'oxygène, ce qu'on appelle la réduction. Ce processus libère de l'énergie qui assure la survie de l'organisme. Chez nous, tout se passe à l'intérieur d'un compartiment de la cellule, la mitochondrie, sur des distances de quelques micromètres. Mais les bactéries électriques du fond de l'océan vivent dans des sols très pauvres en oxygène. Elles ont acquis une façon de contourner le problème. Elles forment des fils de plusieurs centimètres qui traversent le sédiment et débouchent sur le plancher océanique où, pour le coup, il y a de l'oxygène. Les électrons volés au sulfure d'hydrogène présent dans la vase des abysses traversent tout ce câble organique et sont offerts à l'oxygène de l'océan en libérant l'énergie qui permet aux bactéries du câble de vivre.
Jusqu'à 10 000 bactéries collaborent ensemble pour former ces câbles qui se connectent à leur tour entre eux pour former des réseaux extrêmement denses. Des réseaux électriques de bactéries qui se nourrissent littéralement d'électrons. La découverte de ces fils de bactéries a été un véritable choc. À notre échelle, c'est comme si deux parties de notre métabolisme évoluaient à 20 km de distance. En fait, ces bactéries électriques sont une découverte relativement récente, et on peut parier que de nombreuses surprises sont à venir. D'ailleurs, d'autres usages de l'électricité ont été récemment identifiés, comme chez les bactéries géobactères, qui ne forment pas de câbles collaboratifs, mais projettent des nanocâbles autour d'elles. On les retrouve d'ailleurs dans de très nombreux écosystèmes, y compris dans notre propre bouche. Le mindfuck qu'est la lecture. Imaginez que vous soyez assis ou couché et que vous soyez en train de lire ce paragraphe. Tout ce temps, vos yeux ont transmis à votre cerveau une quantité phénoménale d'informations visuelles. L'image du livre devant vous, la couleur du papier ou de l'écran, les fines arabesques qui y figurent, toutes ces informations migrent vers le lobe occipital à l'arrière de votre crâne. Elles circulent ensuite vers le gyrus fusiforme gauche et dans le gyrus lingual, où les gribouillis sont interprétés comme des lettres. Indispensables à la lecture, ces zones de l'hémisphère gauche ne sont pas les seules impliquées. Deux autres parties, les lobes frontal et temporal, servent à décrypter le sens des mots et à se remémorer leur prononciation. Imaginez le hiéroglyphe égyptien pour cerveau. Sans les informations nécessaires pour interpréter ces symboles comme des concepts, vous n'y voyez que des dessins. Et c'est la même chose pour les lettres et les mots de notre langue. Tous ces processus électriques ont lieu en quelques millisecondes et sans que vous en ayez conscience. Les tracés que vous déchiffrez prennent automatiquement sens grâce à un système nerveux complexe dont les origines remontent à plus d'1 milliard d'années. L'histoire du cerveau au cours du temps contient précisément un fait essentiel, le fait le plus incroyable au monde. Retour vers le passé. Imaginez un neurobiologiste fou armé d'une machine à voyager dans le temps. Que verrait-il en remontant dans le passé ? Il appuie sur un bouton et paf, le flot du temps se déroule en sens inverse de plus en plus vite. Tout d'abord, notre biologiste constaterait que le cerveau de nos ancêtres se rétrécit. Notre boîte crânienne de 1350 cm3 est 2 fois plus grande que celle d'Homo habilis, qui vivait il y a environ 2 millions d'années. Celle-ci était elle-même presque 2 fois plus volumineuse que la boîte crânienne de notre ancêtre commun avec les chimpanzés, un primate qui vivait il y a environ 8 millions d'années. Le chercheur curieux appuie sur l'accélérateur et sa machine remonte encore plus loin, beaucoup plus loin dans le passé, il y a 550 millions d'années. Et il tombe nez à nez avec notre ancêtre, sous la forme d'une sorte d'anguille sans squelette. On exhume aujourd'hui des fossiles comme Pikaia, qui partagent ces caractéristiques. Pour imaginer à quoi ce lointain ancêtre ressemblait, il suffit de regarder certains animaux actuels, comme l'Amphiuxus, du nom latin Branchiostoma lanceolatum. Ce petit animal marin tout mou possède une anatomie rudimentaire. Un seul œil et une bouche à l'avant, un anus et une nageoire à l'arrière. Tout comme l'Amphiuxus, et pour la première fois dans l'évolution, Pikaia avait un système nerveux un peu plus concentré vers l'avant du corps que vers l'arrière. Un bulbe était apparu, il sera le précurseur du cerveau. Cette céphalisation, du grec képhalé, pour tête, est tout simplement une révolution biologique. En remontant plus loin encore dans le temps, il y a environ 700 millions d'années, notre voyageur temporel tombe sur des systèmes nerveux plus diffus dans le corps. Une chaîne ou un réseau de petites masses de neurones, des ganglions, uniformément répartis sous la surface de la peau. Tous assurent plus ou moins les mêmes fonctions: sentir l'environnement, pousser l'organisme à réagir en fonction de ses sensations. Ces réseaux nerveux sont ceux que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les étoiles de mer ou chez les méduses. Le biologiste observe ces premières ébauches de systèmes nerveux et médite sur leur trajectoire future. Il se dit que c'est quand même un peu long de devoir attendre quelques centaines de millions d'années d'évolution pour obtenir un cerveau capable d'écouter des livres audio de vulgarisation à partir de ce réseau de neurones primitifs. Mais il est curieux et veut aller plus loin. Il rembarque. Jusqu'à l'invention du tout premier neurone, la cellule de base du... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.